À la fin du IIIe siècle de notre ère, Rome n'est plus la petite cité-État perdue au centre de l'Italie. C'est une puissance méditerranéenne majeure avec qui chaque peuple et cité-État doit composer. Jusqu'alors, l'impérialisme de Rome est considéré par certains comme un impérialisme accidentel ou préventif. La cité de la Louve ne s'étend et n'attaque ses voisins que par peur de les voir eux-mêmes envahir l'Italie. Ce fut le cas des Samnites, des Gaulois et même de Carthage. Ce n'est plus le cas après la victoire de la Seconde Guerre punique en 201 avant notre ère, où Rome s'étend alors en Afrique, en Espagne et pose même le pied en Grèce. Alors qu'une première guerre contre la Macédoine eut lieu en plein milieu du conflit contre Hannibal afin d'éviter l'alliance de la Grèce et de Carthage, ce scénario se reproduit à nouveau. Entre 200 et 196, les Romains accusent Philippe V, roi de Macédoine, d'avoir les mêmes ambitions qu'Alexandre le Grand. Vaincu lors du premier conflit, Philippe V ne veut pas voir le voile de la défaite réapparaître sur son État. Alors que le conflit dure depuis maintenant 3 ans et que Rome ne brille pas militairement, elle retourne finalement la situation en 197 à la bataille de Cynocéphale où le général Flaminius écrase les phalanges de Philippe V. Ce dernier, vaincu, doit composer avec l'ennemi. Son fils Démétrios est envoyé en exil et Flaminius proclame la liberté de tous les Grecs aux Jeux isthmiques. Rapidement, en Macédoine, on comprend que c'est pour assurer la mainmise de la Grèce par la cité italienne. Si la liberté est donnée par un État tierce, cet État est de fait maître de la situation. Les tensions montent pendant plusieurs années, et lorsque Démétrios rentre dans son royaume en 191, son frère aîné Persée l'accuse d'avoir pactisé avec l'ennemi et de vouloir le trône. Si certaines de ces accusations semblent fondées, il arrive quoi qu'il arrive à convaincre son père Philippe V qui va décider d'exécuter Démétrios. Meurtri de chagrin et de regret, il meurt lui aussi en 179 en laissant ainsi son royaume à son fils Persée. Âgé d'une trentaine d'années, Persée accède au titre royal dans une Macédoine revigorée et prête à reprendre ce qu'elle a perdu, le contrôle de la Grèce. Les ingérences romaines dans la politique extérieure des cités et des ligues inquiètent les Grecs, qui se tournent à nouveau vers la Macédoine. La troisième guerre de Macédoine, qui se déroula de 171 à 168 avant Jésus-Christ, est déclenchée. Persée entend récupérer ce qui lui est dû. À Rome, l'insolence du fils d'un père vaincu 2 fois énerve. Et rapidement, la marche de la guerre est lancée. De plus, la seconde guerre de Macédoine n'étant pas loin, le souvenir des butins rapportés par les soldats permet à Rome de compter sur une force de frappe motivée et nombreuse. Les 2 légions levées pour la campagne sont remplies assez rapidement, même si certaines sources évoquent une situation plus complexe que cela. Pour boucher les trous, Rome a repoussé la limite d'âge d'enrôlement à 50 ans. Sur place, Rome peut compter sur certaines cités alliées, mais rapidement la situation se complexifie. Rome peine à atteindre ses objectifs, et beaucoup de cités se demandent leur intérêt dans ce conflit. Quoi qu'il arrive, la Grèce sera soumise à une république ou un royaume. On multiplie alors les négociations. Des compromis sont tentés par Ptolémée VI Philométor, le Séleucide Antiochos IV Épiphane et même la cité de Rhodes. Comme le dit l'historien Pierre Cosme, ces initiatives sont toutes rejetées par les Romains, fidèles à leur principe de ne pas négocier en état de faiblesse. En 169, une première réussite romaine apparaît. Le consul Quintus Marcius Philippus réussit à atteindre le sud de la Macédoine, traversant la formidable barrière du massif de l'Olympe. Faute de ravitaillement et menacé, il se replie. Mais cela redonne courage aux Romains. L'année suivante, de nombreux débats arrivent dans la cité des 7 collines. Doit-on arrêter cette guerre? La réponse est donnée lorsque le consul Polémile est élu. Fils de Lucius Aemilius Paulus, consul mort à Cannes, cet homme d'une 60aine d'années veut absolument vaincre. Fort de ses victoires passées contre les Ligures et les Lusitaniens, il escompte utiliser son expérience pour contrer la fougue du jeune Persée. Paul-Émile débarque ensuite en Grèce et remonte vers la Macédoine. L'Adriatique, lac romain depuis des années, permet en effet assez facilement de transférer troupes et généraux sans réel risque. Il souhaite dans un premier temps s'attaquer directement à Persée, mais ce dernier, ayant disposé des catapultes de l'autre côté du fleuve Elpé, reste inaccessible. Polémile n'hésite pas alors à recourir à la ruse. Il feint de vouloir gagner la mer et mobilise une partie de l'infanterie macédonienne par des escarmouches des Vélites dans le lit à sec du fleuve pour faire diversion. Pendant ce temps, le gros des forces romaines contourne le mont Olympe pour prendre l'armée de Persée à revers. Malgré la défection d'un mercenaire crétois qui dévoile le plan romain au roi de Macédoine, la manœuvre est couronnée de succès puisqu'elle contraint Persée à se replier vers Pydna. Les Romains veulent absolument attaquer, forts de cette première réussite. Mais Paul-Émile souhaite temporiser
à l'instar de son père qui refusait de déclencher la catastrophique bataille de Cannes. Ces hommes, intenables, vont encore une fois souffrir de sa ruse. Il les met en ordre de bataille, armés, armurés et prêts à combattre. Puis il attend. Et lorsque les hommes se rendent compte de leur incapacité de combattre en raison de la fatigue due aux journées de course et de manœuvre, il les fait monter au camp pour la nuit. La nuit de la bataille voit donc les deux camps être côte à côte. Une éclipse a lieu cette nuit-là. On s'empresse de rassurer les Romains en faisant des cours d'astronomie et en sacrifiant les bêtes à la lune et à Héraclès, divinité tutélaire de la dynastie des Antigonides et de Persée, afin que le demi-dieu abandonne les Macédoniens. Au 21e taureau de l'hécatombe, Paul-Émile a enfin le présage qu'il souhaite, mais il n'est pas sans condition. Si Paul-Émile veut gagner, il doit rester sur la défensive. La bataille est sur le point de débuter. Lors de la bataille de Cynocéphale, la phalange n'a pas été vaincue de manière à la rendre obsolète. L'armée macédonienne disposait de troupes issues d'un recrutement fait en catastrophe, avec l'ouverture du recrutement dès 16 ans, d'une infériorité numérique et du brouillard couplé au terrain pentu qui a gêné l'avancée des piquiers. Ainsi, il était impossible de dire que la phalange avait dit son dernier mot face au glaive romain. Aujourd'hui, Persée a encore une chance de repousser l'envahisseur et de revendiquer son héritage. De son côté, Rome avance. Elle avance toujours. Elle n'était qu'un point sur une carte parmi des dizaines de milliers de points. Mais aujourd'hui, elle n'est plus un point lointain. Elle va de son point écraser Persée, récupérer les richesses de la Macédoine et continuer son avancée vers la gloire. Si elle gagne cette bataille, si elle défait Persée, les poètes pourront à jamais comparer sa gloire à celle du divin Alexandre. Mais pour cela, il faut que la bataille se passe telle que nous l'avons connue. Craignant la ruse des villes romains, Persée débuta par envoyer sa cavalerie dans les collines, près des bois. Il craignait que la cavalerie romaine de Paul-Émile soit cachée là. Les renseignements du roi de Macédoine lui laissaient entendre que l'ennemi avait beaucoup plus de cavalerie, mais que celle-ci était moins cuirassée. Persée disposait aussi d'unités de tir, montées sur des chevaux puissants et rapides. Il ne fallait pas perdre cet avantage. Alors que les lignes des champs de bataille se mettaient en place, saris baissés, boucliers posés, Persée décida d'envoyer sa cavalerie toujours plus profondément dans la forêt, à la recherche de cette cavalerie toujours inaccessible et invisible. Il fallait la trouver. Il ne pouvait compter sur l'effet de surprise. L'ennemi l'avait déjà vu rentrer dans la forêt. Et c'est là qu'elle apparut à travers les fougères, à travers les arbres, cette cavalerie romaine puissante. Chaque soldat disposait d'un bouclier extrêmement résistant et extrêmement puissant qui la protégeait des flèches. Si Persée disposait de cavalerie qui avait suivi Alexandre jusqu'au bout du monde, il ne pouvait pas non plus totalement ignorer ce problème. Les mouvements de cavalerie se multipliaient. Il fallait trouver l'ennemi, exactement où il était. Il ne fallait pas subir la charge, il fallait la faire. Il fallait la faire subir à l'ennemi. Des javelots furent lancés dans un premier temps, mais les boucliers des légionnaires les protégèrent. Finalement, la charge fut lancée. Ils se précipitèrent sur l'ennemi. Il fallait absolument en découdre. Mais c'était la cavalerie qui avait suivi Alexandre. Ce n'était pas n'importe quelle cavalerie. Heureusement, les légionnaires étaient en nombre. Ils purent se défendre pendant une bonne période. Et c'est ainsi que commença la première partie de cette gigantesque bataille. Chaque soldat se battait pour sa vie, mais il se battait aussi pour sa patrie. Les Grecs voulaient éloigner cet ennemi du mal, ces Romains. Les Romains, eux, voulaient asseoir leur domination sur le monde entier. Et il fallait bien commencer par la Grèce, le puissant royaume héritier d'Alexandre. Plus haut dans les collines, le combat faisait rage aussi. Des troupes de cavalerie s'étaient trouvées là. Alors que sur la ligne, les deux camps se regardaient blancs dans les yeux, ennemi face à ennemi. Dans les collines, le combat faisait rage, et Hadès venait déjà chercher ses prochaines victimes. À l'aide de sa puissante cavalerie cuirassée, Persée prit rapidement l'avantage dans la forêt. Des troupes étaient donc disponibles, et il les envoya à l'extérieur, chasser les légionnaires montés qui étaient encore dans les environs. Si dans les bois, Persée prenait l'avantage, on ne peut pas dire que la victoire était acquise. En voyant sa cavalerie en grande difficulté, Paul-Émile décida d'envoyer un détachement d'Astatie pour supporter ses troupes.
Elles étaient cachées dans les bois plus dans les hauteurs, et elles étaient là pour aider leurs frères montés. Cependant, ils arrivaient peut-être trop tard. L'ennemi était encore en nombre, en qualité, il avait encore des munitions pour les cavaleries de tir. Mais les Astati ne se laissaient pas faire. Cette puissante unité d'infanterie poussait. Un homme contre un cheval, un homme contre une bête. Et pourtant, qui était la bête? Les Astati poussaient, ils étaient encerclés. Les Macédoniens étaient partout, les Macédoniens étaient en nombre. Ils étaient en hauteur sur leur puissante monture. Mais Polémie n'était pas le seul à avoir analysé la situation. Persile décida lui aussi d'envoyer des unités d'infanterie. Il fallait protéger cette cavalerie était trop utile. De plus, Persée savait que le Rome avait encore un avantage non utilisé, ses puissants éléphants de guerre. Les Thraces, alliés de Persée, combattaient alors cette cavalerie romaine. Ils étaient peu armurés, car ils étaient ici pour lancer des tirs puissants, capables de transpercer les plus puissantes armures. Heureusement, ils étaient en nombre assez important, l'autre partie de la cavalerie romaine encore occupée dans les bois. Ainsi, cette cavalerie légionnaire fut attaquée de toutes parts au corps à corps, mais aussi à distance, où il fallait se protéger des armes de jet lancées par les fidèles alliés de Persée. Dans les bois, la cavalerie de Persée fut finalement libérée de ses ennemis. Persée disposait alors de troupes réduites, certes, mais avec encore une puissance de frappe assez importante. Il fallait l'utiliser maintenant à bon escient. Rome n'était pas encore tombée. Et pour le prouver, Polémile envoya tout de suite un autre détachement d'Astati. Peut-être n'avait-il pas vu que la cavalerie alliée était à aussi mauvais point. Dans tous les cas, il voulait absolument annihiler cette cavalerie macédonienne. Telle une deuxième bataille qui débutait dans les bois, Persée envoya lui aussi de l'infanterie combattre les Astati romains. Mais il n'envoyait pas n'importe laquelle, il envoyait ses alliés Thraces. Avec leur puissante phalanx, il voulait absolument s'assurer la victoire sur ce flanc-là. Et effectivement, ces unités étaient particulièrement efficaces contre les Romains qui, armurés, ne pouvaient rien faire contre cette arme d'un tranchant légendaire. Les Astatis se retournèrent, voyant le danger arriver. De leurs mains, ils lancèrent leur puissant javelot précurseur. Les Thraces n'étaient effectivement pas très armurés, c'était la solution, c'était l'évidence à faire. Mais cela ne suffit pas. Rapidement, les Thraces prirent le dessus. Les Romains, équipés de leur simple glaive, ne pouvaient rien faire. De son côté, Polémile observait la situation. Il savait que la bataille s'engageait très mal pour lui. Sur la ligne, hormis les unités envoyées dans les bois en renfort, rien n'avait bougé. Depuis la matinée, les troupes se regardaient. Dans l'expectatif, il fallait se battre. Polémile le savait d'ailleurs. Si les présages disaient qu'il fallait attendre, il ne pouvait plus attendre. A l'inverse, Persée qui avait gagné les premières escarmouches n'avait qu'à attendre. Attendre que ses troupes, fatiguées, se reposent et rejoignent la ligne principale. Mais l'aigle de Rome n'était pas encore tombé. Polémile disposait encore d'éléphants de guerre et d'archers crétois. Des tireurs hors pair, capables de toucher des cibles à de longues distances. Tout était encore possible. Sur la ligne, les imposants principes n'attendaient plus qu'une chose, l'ordre d'aller venger leurs frères cavaliers. Ils furent rapidement exaucés. Polémile lança la charge, mais il voulait le faire bien. La phalange était une arme puissante, qu'il fallait avoir par la ruse, et Polémile avait démontré toute sa capacité à le faire. Enfin maître des bois, les Macédoniens se développaient sur le flanc droit de l'armée romaine. Polémile le savait évidemment, mais il n'avait que peu de solutions pour régler ce problème. Il en avait en fait une. Peut-être lancer la charge plutôt que prévu, utiliser ses éléphants en guerre, écraser son ennemi, et peut-être que les troupes macédoniennes embusquées n'auraient pas le temps de venir sauver leurs frères. Suite à l'ordre de leur général, les Romains se replaçaient efficacement face à la phalange. Polémile le savait, la phalange était indestructible de face. Mais il disposait encore d'un atout, beaucoup de troupes. Certes, les Macédoniens sortaient victorieux de leur combat sylvestre, mais ces troupes étaient encore bloquées dans la forêt, et sur la ligne, Polémile disposait d'encore assez de ressources pour tenter d'englober la phalange. Avec ces mouvements,
Les unités de tir se rapprochaient et les puissants archers crétois commencèrent à ouvrir le feu. Les peltastes grecs étaient puissants et munis d'un bouclier. Mais face aux indomptables archers crétois, rien ne pouvait être fait. Persée, proche de là, dut personnellement reculer. Il ne fallait pas tomber maintenant, où la bataille était perdue. Alors que les archers crétois tenaient fièrement leur position, prêts à intervenir et tirer sur leurs adversaires, les Romains s'approchaient dangereusement de la phalange macédonienne. Persée comprit rapidement que Polymyle était à la manœuvre et qu'il ne fallait pas lui laisser le champ libre. Il ordonna une légère restructuration de sa ligne, tandis que fièrement, les Romains brandissaient leurs pilums, prêts à être lancés. Bien que légèrement armurés et protégés par leurs sarisses, les Macédoniens subirent de plein fouet ce tir dévastateur. Puis, ce fut la charge. Dans un premier temps, la phalange semblait désordonnée. L'ordre avait été donné trop tard. De plus, tenir une phalange est un exercice compliqué et il fallait énormément d'entraînement, surtout dans un terrain aussi pentu. Polymyle souhaitait accentuer cet avantage en faisant légèrement reculer ses troupes vers les montagnes. Cette manœuvre, pleine de sens, avait cependant un problème. Les Astati montraient leur dos. Ils étaient des proies pour les sarisses ennemis, des proies pour les javelots grecs. C'est peut-être pour couvrir leurs arrières que Polymyle décida d'envoyer son plus puissant atout. On vit alors apparaître juste derrière les lignes romaines de puissants éléphants de guerre, lancés à pleine charge, prêts à écraser chaque ennemi. Mais malgré le cuir épais de ces puissants pachydermes, les peltastes ennemis étaient trop nombreux, ils n'étaient pas à portée. Rapidement, un par un, les éléphants subirent de plein fouet les tirs adverses. Apeurés par le bruit et subissant la terrible douleur des javelots plantés dans la chair, les Karnaques perdirent rapidement le contrôle de leurs éléphants, qui un à un tombèrent définitivement. Plus haut dans les collines, Polymyle assistait à ce désastre. De son côté, Persée comprenait que la bataille commençait à être sienne. Les Romains, qui continuaient tout de même à se défendre sur la ligne, commençaient à être encerclés. Les éléphants venaient d'être tués. Les troupes fraîches, qui étaient encore présentes dans les bois, n'allaient pas tarder à revenir. Et de même que dans les bois, les Romains allaient devoir faire face aux puissantes races armées de leurs épées qui découpaient absolument n'importe quelle armure. Et parmi eux, certains réussirent même à traverser les lignes adverses. Ils arrivaient au corps à corps des archers crétois qui, redoutables à distance, étaient inoffensifs face à de tels adversaires au corps à corps. Ayant contourné leurs adversaires par les bois, et ayant eu le temps de reposer leurs chevaux, la puissante cavalerie des compagnons Aspice arrivait à l'arrière. N'ayant que peu d'informations sur la bataille, ils disposaient maintenant d'un excellent point de vue qui leur permettait de constater l'incroyable. Persée avait pour l'instant mené ses troupes à la victoire. Les puissants principes ne pouvaient rien faire face au nombre de phalanges. C'est un comble, car c'est exactement le point faible et ce qu'il fallait faire subir aux Macédoniens. Disposant maintenant de la mobilité, puisque Rome n'avait plus de cavalerie ni d'éléphants, Persée utilisa sa cavalerie pour chercher les adversaires isolés. Sur la ligne, dépassés, les Romains ne pouvaient subir que cet encerclement décisif qui allait leur coûter la victoire. Bien sûr, Rome disposait encore de troupes, mais la majorité des unités d'élite étaient déjà mortes. Il ne restait que des troupes légères, face aux unités grecques armurées, protégées et entraînées. La fidèle cavalerie des compagnons Aspice, celle qui avait suivi Alexandre à l'autre bout du monde et qui l'avait aidé à le conquérir, venait de vaincre la puissante Rome. Cette Rome invincible, invaincue, qui avait détruit, qui avait massacré la richissime Carthage, venait d'être battue.
Persée rassembla le reste de ses troupes pour tuer les Romains survivants. Et c'est ainsi, le 22 juin 168 avant notre ère, que Persée défie la légion romaine. De son côté, Polymyle, voyant la situation catastrophique, tenta une dernière charge, une charge suicidaire. Il rassembla les cavaliers autour de lui. Il leur dit que la gloire les attendait s'ils lui permettaient d'obtenir la victoire. Polymyle, reconnaissable avec son armure dorée, était encerclé, ses cavaliers autour de lui en grande difficulté. Et le pire restait à venir. Face à une situation vraisemblablement définitivement perdue, il sonna la retraite. Mais lorsqu'ils se retournèrent, ils virent la puissante cavalerie des compagnons Aspice les charger dans le dos. Heureusement pour les Romains, cette charge fut légèrement brisée par les cadavres encore chauds des pachydermes. Mais face à une cavalerie avec une aussi bonne protection, Polymyle savait que la fin était proche. Une dernière charge fut lancée par Persée. Polymyle savait que sa fin était proche. Ses hommes tombaient un à un autour de lui. Il pensait à ses deux fils qu'il ne reverrait jamais. Il pensait aussi à son père. L'histoire retiendrait sa famille comme celle des grands perdants de Rome. Encerclant le général romain, les cavaliers macédoniens lui plantèrent leurs épées dans le dos. Il perdit l'équilibre, tomba, et il mourut. Le grand général Polymyle finit sa vie sur ces plaines, près de la rivière. Les quelques unités romaines qui restaient encore étaient complètement abasourdies. Ils venaient de perdre leur général, leur cavalerie avait été anéantie. Ils n'avaient plus rien, ils étaient encerclés par les Macédoniens. Ce fut un véritable massacre. Certains avaient survécu lors de la bataille de Cannes. On avait donc compté ce qui s'était passé. Les Romains répétaient « Mars, viens-nous en aide, ne refais pas cela, notre nation !» Et pourtant, cela recommença, l'histoire se répéta. La bataille de Pydna marqua la fin de la troisième guerre de Macédoine, avec la défaite de Rome. Le général Polymyle étant mort et l'armée romaine en déroute, la situation en Grèce se complexifia largement pour le camp romain. Persée, grand conquérant et victorieux, réussit à repousser les Romains jusqu'à leur retranchement à l'ouest de la Grèce. En difficulté, les Romains se sont retranchés et ont fortifié leur position. Cependant, on ne peut pas dire que l'armée macédonienne soit en pleine forme. Et face aux pertes, Persée ne peut pleinement exploiter cette victoire. Ainsi, il commence à composer avec Rome. Si jusqu'alors le Sénat romain avait refusé la négociation, la situation a changé avec la perte des légions et la mort de Polymyle. Un traité est finalement signé entre les deux États. Rome n'est pas totalement épuisée, mais la majeure partie des cités-États se sont finalement alliés à la Macédoine suite à la défaite. Cependant, rapidement, les cités-États se retournent aussi contre la Macédoine. En effet, déjà avant la bataille, les cités-États craignaient de remplacer un géant par un autre. Ainsi, la Macédoine abandonnée n'a d'autre choix que de négocier avec Rome. La cité italienne est loin d'être à genoux et dispose encore de nombreuses ressources économiques et démographiques. Cependant, face au règne du prestigieux et conquérant Persée, elle ne tournera plus ses regards vers l'Orient pendant un certain temps, fortifiant ses positions en Hispanie et au nord de l'Italie. Plus tard, après la mort de Persée, elle reviendra en Orient et la Grèce, en pleine guerre civile pour le trône, ne pourra être aisément défendue. La Grèce, finalement, n'aura gagné qu'un simple répit.